Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue dans La Brigade, épisode numéro 4. Mon nom est Jean-Philippe Forgue, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on va recevoir un nouveau collaborateur. On vous présente un gars que vous connaissez peut-être déjà, Phil Villeneuve, avec qui on va analyser l'attaque des sénateurs en prévision de la saison prochaine. Plus tard, on va s'entretenir avec Jeanne Maisonneuve, une jeune hockeyeuse franco-ontarienne originaire de Saint-Isidore dans l'Est ontarien, qui a fait son chemin jusqu'à l'université de Mercyhurst en Pennsylvanie. Avec elle, on va jaser des enjeux liés au hockey féminin et puis tous les défis qu'il y a dans la route pour se rendre sur l'équipe nationale. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur JP Fortin. Il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Salut les boys, donc dans le warm-up ce matin, donc toujours des rumeurs de transactions entourant la possibilité que les sénateurs acquirent un attaquant top 6 et dans les rumeurs, quoique ça me fait beaucoup de peine, ça serait le joueur transigé. Donc, la monnaie d'échange serait Erik Brannstrom. Je le souhaite pas. En fait, j'aimerais garder beaucoup Erik Brannstrom vu qu'on a donné Mark Stone pour. Et ça, on en reparlera plus tard. On a eu aussi une signature, une surprise, on l'a pas vu venir. Scott Sabourin, le retour du numéro 49, qui avait été apprécié dans son premier passage avec l'organisation. Donc, il sera de retour avec l'équipe. On a des nouveaux numéros pour Shane Pinto, Alex Formenton et Jacob Bernard Docker. Donc, pour Pinto, il passera du 57 au 12. Alex Formenton du 59 au 10. Et pour Jacob Bernard Docker, du 48 au 24. Par contre, cette nouvelle n'a pas été confirmée par l'organisation. Ça a été tiré du site NHL.com. Les Jets de Winnipeg ont été la première équipe à annoncer au Canada qu'ils joueront devant une capacité pleine. Est-ce que la ville d'Ottawa suivra? Selon ce que Bruce Garrioch a mentionné au Ottawa Sun, donc ça prendra 2 doses de vaccin pour rentrer dans le Centre Canadien Tire et assister au match. Au niveau de la capacité, la décision est toujours entre les mains du gouvernement de l'Ontario. Autre nouvelle également, on a appris qu'en 2022-2023, il y aura des commanditaires sur les chandails. Il y a eu les commanditaires sur les casques l'an dernier. Et bien là, on va en avoir sur les chandails. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Dans le dernier sujet, donc, à un moment qu'on se parle, c'est le championnat mondial hockey féminin à Calgary. Pour l'instant, le tournoi est très embryonnaire. La majorité des équipes ont joué seulement un match. Le Canada a remporté son premier duel contre la Finlande 5-3. Et mentionnons que le Canada se retrouve dans un groupe assez difficile avec les États-Unis, la Russie, la Suisse et la Finlande. Donc, les boys, je veux vous entendre sur ces sujets. Ben, il faut pas trader Erik Brannstrom. Pas tout de suite, on est d'accord. Non, vraiment pas. Non, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas abandonné encore sur Erik Brannstrom. On a des grandes attentes. Est-ce qu'il répond aux attentes qui ont été mises sur lui un peu malgré lui, tu sais? Non, je comprends. Ce qui me fait peur, par exemple, puis la raison pourquoi je pense qu'il est sur il est en train d'être magasiné présentement, c'est que je pense pas qu'il est dans les bonnes grâces de DJ Smith, son entraîneur. Quand on pense au genre de joueur que DJ aime, le genre de joueur que l'espèce d'identité que DJ veut bâtir avec les sénateurs, je pense pas que Brannstrom est dans ses plans. C'est la seule chose qui me fait peur, puis c'est ce qui me fait dire que peut-être que Dorion va peut-être finir par piler un peu sur son orgueil, veut pas. Là. C'est un peu lui c'est un peu son travail, d'être allé le chercher. Fait que, mais moi, je n'ai pas abandonné. Je pense qu'il peut être encore un défenseur très efficace avec l'organisation, puis qu'il va fleurir dans la Ligue nationale, que ce soit à Ottawa ou que ce soit dans une autre équipe. C'est dommage parce qu'on nous a vendu le rêve. Quand on a fait son acquisition, on a parlé dans le dernier épisode. T'sais, on a quand même donné un joueur de concession parce que moi, Mark Stone veut pas, je suis un joueur de concession. Du moins un joueur de premier plan. Donc, on s'attendait à ce que Erik Brannstrom devienne un Thomas Chabot de ce monde.
Fait que là, déjà qu'on lui a jamais donné sa chance, puis qu'on est déjà prêt à lancer la serviette pour acquérir un attaquant top 6. J'ai hâte de voir. En tout cas, j'espère que si l'attaquant qu'on recevra pour Brandstrom soit autant intéressant, sinon plus, que le joueur actuel, là, Brandstrom. Sauf qu'en même temps, il y a des partisans qui veulent Jack Eichel, mais qui veulent pas rien donner. Là. Il faut donner pour recevoir. C'est ça. Pour ce qui est de Scott Sabourin, on dirait que regardez, là. On s'attend à quoi de Scott Sabourin? C'est un rôle de profondeur? Est-ce qu'il pourrait aller à Belleville, lui? Pas vraiment, hein? Ben là, son contrat, c'est un contrat à 2 volets, donc il peut jouer à Belleville. Moi, je le vois comme un peu un mentor à Belleville, puis qu'à l'occasion, vient faire son tour pour remplacer peut-être un Waston Watson sur le 4e trio. Moi, j'aime beaucoup son histoire à Scott Sabourin, puis je pense que DJ Smith l'aime beaucoup aussi parce qu'on lui donne des chances, puis on lui donne des chances de continuer sa carrière dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, veut pas... on se souvient que quand on a vu les images de Austin Matthews regarder dans le dos du chandail de Sabourin, puis qu'au final, au premier match de la saison, c'est Scott Sabourin qui marque le premier but de la saison. Ça, c'était assez incroyable. Oui, si on pense à la carrière de Scott Sabourin avec les Sénateurs, on se rappelle effectivement de son but contre les Maple Leafs, puis de l'histoire avec Matthews, mais on se rappelle aussi à Boston, quand il avait essayé de faire une mise en échec contre Backes, puis il s'était ramassé là, la face par terre, commotion, le silence complet. Backes qui était dans tous ses états, ça nous faisait vraiment penser à ce qui est arrivé là, à Toronto avec Tavares, là, un peu comme le sentiment qu'il y avait dans les estrades. Fait que, puis tu sais, encore une fois, ça montre sa force de caractère. Quelqu'un qui subit quelque chose comme ça, des fois, ça va mettre fin à sa carrière. Déjà que c'était pas une grande carrière, tu sais. Mais gars, il est prêt à revenir, il est prêt à... Puis son commentaire, c'était « Je suis ici pour protéger les investissements ». Donc, je pense qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il s'en vient faire, là. Pour ce qui est des nouveaux numéros, Alex Formenton, c'est parfait, c'est à peu près. Il l'a mérité, mais je suis un peu surpris pour Shane Pinto et Jacob Bernard-Docker. Je trouve que c'est très tôt dans leur petite carrière avec les Sénateurs qu'on leur dise « Tiens, voici ton nouveau vrai numéro ». Ben, si je me trompe pas, Pinto puis Jacob, je pense le 12 puis le 24, c'est leur numéro qu'il y avait à North Dakota. Pinto était numéro 22. Numéro 22 qui est Nikita Zaitsev. Je suis d'accord. Mais dans ma tête, à moi, le moment où l'organisation te dit tu peux choisir ton numéro, on t'enlève ton numéro de recrue qui est un numéro bâtard qui a été choisi au hasard. C'est comme si ça commence à une certaine signification, là. Est-ce qu'un gars comme Jacob Bernard-Docker est déjà là? Ben, c'est ça la question. Selon NHL.com, il y a un nouveau numéro, mais on sait même pas s'il va commencer la saison avec Ottawa. Donc, parce qu'à moins d'être une super vedette, puis d'arriver à 18 ans, tu choisis ton numéro, c'est correct, mais des joueurs un peu plus comme ça, d'habitude, on leur laisse faire leur preuve, tu sais. Ou tu choisis comment ton nom va s'écrire. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme on l'a vu avec certains joueurs l'année passée. Mais c'est ça, un numéro, qu'est-ce que tu veux. Je pense pas que c'est une aussi grosse étape que de dire à un joueur, tu sais, quand ils disent au joueur, achète-toi une maison. C'est clair. Oui, c'est probablement une étape assez importante, mais ça reste que, bon, un numéro, c'est un numéro. Pour citer mon père qui me disait quand je faisais du sport, tu sais, quand j'étais plus jeune, puis je cherchais quel numéro choisir, puis là, tu réfléchis, tel numéro parce qu'un tel, puis tu sais, il me disait, écoute, il dit ce qui est important, il dit, c'est pas que les gens se souviennent de toi à cause de ton numéro, il dit, il faut que les gens se souviennent de ton numéro à cause de toi. C'est sage, ça. Petite parole d'un grand sage. J'aime ça. Parole. Yes. Ouais. Pour ce qui est du Centre Canadien Tire, ben, c'est pas une surprise. Je pense que ça prenait des normes, ça prenait des mesures en place. Est-ce que je suis surpris qu'on remplisse l'aréna au complet, peut-être, par exemple? J'ai l'impression qu'on se serait gardé une petite gêne. C'est pas confirmé encore. Pour Winnipeg, oui, ça sera devant l'aréna pleine, mais à Ottawa, ben moi, je pense que
on n'a pas le choix, là, à un moment donné, vivront... tu sais, la majorité du monde, si tu veux venir voir le hockey, ça te prend 2 doses, t'as 2 doses. J'espère que l'arena soit pleine à l'automne prochain. Je l'espère. En même temps, tu vas au cinéma, tu vas voir des spectacles, tu vas dans des salles de spectacle, tu vas avoir un siège entre chaque personne, tu sais. Puis c'est des petites salles qui ont des très petits budgets, ils doivent faire des sacrifices. Là, tu prends des équipes qui sont millionnaires, puis tu leur dis non, vas-y, remplis ta salle. Je sais pas. Ça devient très, très politique très rapidement. Politique, ouais. Puis regarde, la Ligue nationale, ça a été le hockey, c'était une des seules choses, tous les sports professionnels, c'était une des seules choses qui a réussi à continuer pendant la pandémie. Puis ils ont dit ça va faire du bien aux gens de regarder ça. Puis alors que tous les autres commerces ont été obligés de fermer puis faire faillite. Puis en tout cas, comme on rentrera pas dans le débat politique, mais ça peut tellement changer, peu importe ce qu'ils disent maintenant, d'ici à ce que septembre arrive, que on voit comment ça va avec les cas, les écoles, même s'ils annoncent quelque chose aujourd'hui, c'est tout sujet à changement. La journée où ça va ouvrir. Fait que c'est pour ça, même moi, là, je regarde pour des billets, pour le début de l'année, puis je m'étais prévu un peu de budget pour ça avec Phil Sens, justement pour aller voir des games, puis j'ose pas acheter des billets de trop d'avance. Il va arriver quoi avec les billets? Je sais pas. Bref, on s'entend que juste de voir des partisans dans les estrades. J'ai hâte. Juste à la télé, télé, de voir les partisans, ça va être jour et la nuit. Là. Ouais, exactement. Ouais. Les commanditaires sur les chandails, moi, ça me fait un petit pincement, je vous le cache pas. Je suis un très, très, très grand amateur du design dans le sport. Donc, tout ce qui est chandail de hockey, look traditionnel, etc., j'aime ça. Moi, quand les sénateurs ont annoncé qu'ils revenaient au gilet noir, ça faisait des années, puis des années, puis des années que j'attendais le changement. Là, fait que de voir un petit logo sur le gilet, je pouvais vivre avec le casque, je peux vivre avec ça, mais j'aurais de la misère si c'était plus. Là. En Europe, ils sont très bons de ça, mettre des commanditaires sur un chandail, mais... la Ligue nationale, ça a toujours été épuré, les chandails. C'est comme quasiment une religion. Fait que de voir et peut-être avoir un commanditaire sur le devant du chandail, je sais pas, avec le logo de l'équipe, j'ai hâte de voir. Mais quand j'ai vu ça, cette annonce-là aussi, je me suis dit, non, moi, je suis un peu plus puriste aussi, puis je me dis, non, j'aime pas ça, j'aime les chandails comme ils sont, puis je veux pas de la pub, puis je veux pas que ça devienne comme en Europe. Puis en lisant les articles, je me suis rendu compte qu'ils ont dit, comme ils ont fait pour les casques l'année passée. Puis là, je me suis dit, tu vois, ça m'a pas choqué de la façon que ça a été fait, ça m'a pas dérangé. Fait que j'espère que ça va être fait avec autant de goût puis autant de subtilité pour les chandails, puis que ça accroche pas l'œil, là. Est-ce que ça va se faire tranquillement? C'est une petite couche qui va s'ajouter à tous les 2-3 ans, peut-être. Parce que dans la NBA, les maillots de la NBA, ils ont un commanditaire devant sur le devant, puis au final, ça paraît pratiquement pas. Là. On le remarque pas, et ça se fond bien dans le design du maillot. Mais la NBA font un effort pour que les couleurs du logo soient modifiées en fonction de la couleur du maillot, là, tu sais. Tandis que s'ils nous mettent un logo de Bell bleu en avant d'un gilet blanc des sénateurs, ça va faire mal un petit peu. Mais tu sais, actuellement, sur les casques des Sens, le Bell, il est pas en bleu. Non, il est blanc, parce que c'est sur le casque noir. Il est blanc. Mais s'il fallait qu'il soit sur le casque blanc, comme les Canadiens, par exemple, il serait bleu. Je sais pas. Il serait pas noir, je pense pas. Il faudrait qu'il soit commandité par Coca-Cola à la place de Bell. Ben, c'est ça. Canadian Tire, ça serait parfait. Ouais, Canadian Tire, ça fait. Même à la limite, moi, j'aimerais ça que la petite feuille verte devienne noire sur le logo, juste pour que ça matche mieux, tu sais. Mais là, encore là, moi, je suis extrême, là. Écoutez-moi pas. En passant, toutes ces compagnies ne sont pas des commanditaires pour le podcast. On tient à le souligner. À moins qu'ils nous contactent. Le téléphone est ouvert. Puis d'ailleurs, je veux juste mentionner qu'au prochain épisode, on va recevoir notre collaborateur Marco Poulain, avec qui on va aller plus en profondeur dans le sujet des commanditaires sur les chandails et en général. Là, on va rentrer un peu de l'arrière du décor à ce qui a trait à tout cet univers-là, des commanditaires dans le sport.
Sinon, dans un instant, on reçoit un nouveau collaborateur qu'on vous présente, Phil Sands. Phil Villeneuve est avec nous. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Pour le segment 2 de l'épisode, on vous présente un nouveau collaborateur. Il est une star montante de TikTok. Il a récemment rejoint l'équipe du Future Sickos Podcast, qui est un podcast anglophone. Il est aussi le fils de notre Pascal qui est avec nous sur le podcast. Phil Villeneuve, comment ça va, Phil? Ça va super bien, je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Puis là, moi, je vais venir, je vais être là une couple de fois. Mais pour aujourd'hui, je vais parler, avant que la saison commence, je vais parler de l'alignement des Sens pour la saison 2022. Puis je veux juste dire tout de suite, je vais pas faire aucune prédiction ou de certaines acquisitions que les Sens pourraient faire, comme des cadreries, que ça va sûrement pas arriver. Mais bon, je vais pas faire de prédiction, je vais aller avec les joueurs qu'on a présentement. Parfait. On assume que la saison commence demain matin, là. Exactement. On va commencer tout de suite. Je vais faire les attaquants. Vu que vous avez déjà parlé de la défense au dernier épisode, je vais parler plus des attaquants puis des gardiens. Fait que pour commencer avec les attaquants, vu que même si Melnick avait dit on va aller chercher un gros centre numéro 1 parce que Norris est peut-être pas nécessairement prêt, ben j'espère qu'il est prêt parce que ça va être lui, c'est lui qu'on va utiliser pour centre de première ligne. J'y vais avec la même chose qu'à l'année passée, Tkachuk, Norris, Batherson. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de cette ligne-là, c'est que je trouve que c'est tout ce que tu as besoin pour qu'une ligne fonctionne bien. T'as Tkachuk qui peut scorer des buts, il va se mettre devant le filet, il va défendre ses coéquipiers. T'as vraiment l'aspect physique puis l'aspect dérangeant qui va déranger les autres joueurs en Brady Tkachuk. Après ça, tu vas au centre avec Josh Norris, qui est un joueur super mature pour un joueur de 22 ans, je pense qu'il a. Il est très, très intelligent défensivement, fait qu'il peut aider Batherson et Tkachuk dans sa propre zone. Il peut même beaucoup aider aux mises au jeu. Des fois, c'est Tkachuk qui prend les mises au jeu quand ils sont à gauche, mais il peut aussi aider pour ça. Puis on a vu cette année, il n'est pas juste défensif. Il a des très bons talents offensifs. On l'a vu, son tir est incroyable. Il peut amener beaucoup sur le power play. N'importe où dans zone offensive, il a un super bon tir, puis ça peut beaucoup apporter à l'attaque. Puis pour finir cette ligne-là, que tu as un mélange physique-défense, ben là, tu as l'aspect vraiment offensif en Drake Batherson. Cette année, il a prouvé d'être un joueur qui est capable de jouer sur une première ligne. Un autre gars qui a un tir incroyable, c'est un sniper, comme on l'appelle. Puis un autre gars qui peut très bien servir sur le power play. Fait que moi, je le considère plus comme un finisher. Mettons Brady Tkachuk, Norris, la défense, il prépare un jeu, c'est lui qui va vraiment être capable de le finir puis de mettre la puck dans le fond du filet. Fait que je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est une très bonne ligne pour commencer la saison. Ben ça, c'est sans surprise. En fait, on s'attend tous à ce que ce soit la première ligne des Sénateurs. Moi, Phil, j'ai une question à te poser. Est-ce que, selon toi, cette ligne-là de Tkachuk, Norris et Batherson sera autant meilleure, sinon plus, que la ligne Eakley Patterson Spezza? Tu ramènes le point de GF, là. C'est ça. Je les ai peut-être pas vus assez jouer pour dire vraiment, mais peut-être pas à leur âge en ce moment. Les trois sont quand même extrêmement jeunes, mais dans le futur, on sait jamais. C'est trois gars qui ont extrêmement beaucoup de potentiel. Puis on sait jamais, peut-être que, comme mon père avait dit, ça va être la ligne queue de castor. On va s'en souvenir de ça. D'ailleurs, on a dit que si ça pognait, on ferait faire des t-shirts. On nous avertit. Bonne idée. Je vais passer à la deuxième ligne. Fait que là, ça va être... encore une fois, comme l'année passée, c'est juste... Comme j'ai dit, on n'a pas vraiment acquis personne à l'attaque. On est surtout allé chercher des défenseurs. Fait que j'y vais encore avec Stützle, Pinto, Brown. La seule chose que j'aime pas tant de cette ligne-là, c'est que je sais pas si Pinto, à 21 ans, qui vient de sortir de l'école, est vraiment prêt à prendre ce rôle-là de centre de deuxième ligne. Puis aussi, l'année passée, quand il jouait, c'était une équipe qui avait pas de pression. C'était une équipe qui jouait pour le fun, puis qu'il y avait pas de « faut gagner, faut faire les playoffs ». Il jouait tranquille, puis il y avait du fun avec les gars. Sauf que l'année prochaine, on a des plus hautes attentes. Fait que est-ce qu'il va être capable de bien jouer sous plus de pression? C'est ce qu'on va voir. Mais pour le moment, c'est tout cela, évidemment, t'as pas le choix de le mettre sur ta deuxième ligne. L'année passée... il y a eu une super bonne saison, puis il y a beaucoup de monde qui pense que, comme la plupart des recrues dans leur deuxième année, il va comme frapper le rookie wall. Le rookie wall, ça veut dire il va régresser de l'année d'avant parce que c'est sa deuxième année, puis c'est ça qui arrive à beaucoup de recrues. Mais moi, je pense qu'il va être bien correct. Surtout que l'année passée, il y a eu une bonne saison. Quand il y avait le COVID, il y avait un nouveau pays, une nouvelle ligue, des nouveaux coéquipiers. Tout était nouveau pour lui, puis il a quand même réussi à super bien performer. Un gars extrêmement offensif, puis je pense, vu qu'on l'a laissé à l'aile l'année passée, il devrait rester à l'aile puis pas aller au centre. C'est aussi une recrue à qui on va te donner du temps de glace, j'ai l'impression. Ouais, contrairement à d'autres recrues à qui on va faire moins confiance, là. Ouais, c'est sûr, on y fait confiance à ce tout-là, puis
t'as pas le choix quand c'est ton choix de troisième overall. Puis après ça, Shane Pinto, comme j'ai dit, on va voir s'il va être prêt à jouer sur une deuxième ligne, mais pour le moment, c'est un gars un peu comme Norris, il a 21 ans, puis il est très, très bon défensivement. On a vu un fameux clip de lui dans sa courte période avec les Sens où est-ce qu'il avait bloqué un tir, puis vraiment, il bouge. Il a un bon positionnement en zone défensive. Il pourrait améliorer ses mises au jeu. L'année passée, on s'attendait à ce qu'il soit mieux, mais un gars qui sort de l'école, évidemment, ses mises au jeu ne vont pas être aussi bonnes que quand il jouait pour les Nodak Sens. Puis là, comme dans la dernière ligne, t'as l'offense, t'as la défense. Puis après ça, t'as tout. Pour moi, Connor Brown, c'est pas un gars offensif ou défensif, il fait un peu de tout. Il peut. Je l'aime. Ah ouais, t'as pas le choix d'aimer Connor Brown. C'est mon joueur. Ouais. Avec l'énergie qu'il apporte à l'équipe, son attitude, honnêtement, il pourrait quasiment être capitaine, ce gars-là. Il a du bon leadership, il fait tout. Il peut beaucoup aider offensivement, il peut faire des belles passes, il peut aider à set up des plays. Des jeux, puis on l'a vu cette année, il peut faire des buts. Il a fait quoi? Il a battu le record de l'histoire des Sens pour les buts consécutifs. Fait que ça, c'est incroyable. C'est quand même un beau highlight de la saison passée. Exactement, c'est quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Puis défensivement aussi, il fait vraiment tout pour moi. C'est un gars qui est parfait pour le moment sur la deuxième ligne. Moi, j'aime juste comment Philippe a glissé dans la conversation subtilement les Nodak Sens, comme si c'était vraiment une vraie équipe. C'est pas une vraie équipe. Pour ceux qui sont pas certains, là, c'est l'équipe du North Dakota, l'équipe universitaire pour laquelle il y a beaucoup de joueurs des sénateurs qui viennent de cette université-là. Puis il y en a tellement eu avec le temps qu'on les appelle les sénateurs de North Dakota. Honnêtement, tu viens de me faire réaliser que j'ai dit ça. Moi, dans ma tête, je disais le nom de l'équipe normale. Dire qu'on revient sur Connor Brown, là, dire qu'on a eu ce gars-là pour des peanuts des Maple Leafs de Toronto. C'était comme Ben Harper. En plus de Nikita Zaitsev qui excelle pour l'instant avec Chabot. Et qui, contre toute attente, sera son partenaire encore cette année. Pas le choix. Puis mais je vais revenir aussi sur Shane Pinto. Là, moi, je trouve ça risqué de l'avoir sur le deuxième trio, avoir aussi peu de bagages dans la Ligue nationale, parce que là, on revient avec une saison normale de 82 matchs. Donc, d'avoir Norris et Pinto comme deux premiers centres à 22 puis 21 ans sur un calendrier de 82 matchs, je pense que pour la première moitié de saison, ça va faire, mais quand on va franchir le cap de Noël, ça va être très difficile. Fait que c'est pour ça que moi, j'espère qu'il y aura une transaction dans le futur pour aider ces deux gars-là, à moins que la solution, ce soit Colin White. C'est ça que j'allais dire. Moi, je me demande s'ils vont pas commencer l'année avec un gars comme Colin White, puis mettre Pinto sur le troisième trio, puis l'emmener sur le deuxième tranquillement. Ça me surprendrait pas, mais ce que j'aime pas, c'est mettre White avec Stützle. L'année passée, Stützle a beaucoup joué avec White puis Dadonov, puis il se passait pas grand-chose avec ces gars-là. C'est pas lui qui l'aidait le plus. Après ça, ils l'ont mis avec Pinto Brown, taux de chapeau. Fait que moi, je me dis qu'il va être meilleur avec ces coéquipiers-là, mais c'est vrai qu'après Noël puis tout ça, Pinto, comme ça fait plusieurs fois que je le dis, il sort de l'école, ça pourrait être plus dangereux, mais pour le moment, j'y vais avec ça. Puis comme JP, tu dis, j'espère vraiment qu'on va faire une autre acquisition puis qu'on va aller chercher quelqu'un d'autre, là. Mais je me dis aussi, des fois, parce que moi, Colin White, dans mon alignement, en ce moment, je l'ai pas au centre. Sur ma troisième ligne, j'y vais avec Formenton, Nick Paul au centre, puis Colin White à droite. J'ai l'impression que Nick Paul, il a déjà joué quelques fois au centre, puis c'est un joueur, je pense qu'il est capable de prendre des bonnes responsabilités défensivement et d'aider à l'attaque aussi. Je trouve que Colin White et Nick Paul, c'est deux joueurs qui peuvent quand même bien compléter la vitesse de Flash Formenton. Lui aussi, c'est un gars, il a prouvé l'année passée qu'il est prêt à jouer dans la NHL. Je pense que son temps à Belleville, c'est terminé. Il n'a plus besoin d'être là. Il a franchi cette étape-là dans sa carrière. Puis je me dis que sur la troisième ligne, ça serait parfait pour lui. Colin White, j'aimerais juste ça, qu'on essaye quelque chose de différent avec son gros contrat. Puis on dirait avec les années, avec les matchs, ça a juste pas l'air de marcher, puis il a pas l'air de débloquer. Fait que peut-être que le mettre à l'aile droite, ça va l'aider. Il y aura moins de responsabilité d'être un gros centre. Fait que peut-être que ça va l'aider. Je sais pas ce que vous feriez pour la troisième ligne. Je suis totalement d'accord avec ton trio au complet. Pas de surprise, Formenton, je le vois complètement à gauche du troisième trio. Peut-être que finalement, la meilleure solution pour White, pour son apprentissage, parce qu'il reste encore quand même assez jeune, veut pas son âge. Fait que peut-être le meilleur fit pour lui, c'est se retrouver à droite. Je me souviens pas, par exemple, s'il a déjà joué à droite. Je pense pas. Mais tu sais, Nick Paul, lui, il a déjà joué au centre. Fait que c'est pour ça que je me dis qu'il doit être capable.
Puis on l'a vu l'année passée, Nick Paul, là, il a surpris bien du monde. Plusieurs personnes le détestent, plusieurs personnes l'aiment. Moi, je trouve que c'est le joueur de centre parfait pour un troisième trio. Travaillant, va d'un coin, remporte des mises en jeu, polyvalent, autant en désavantage numérique, peut pallier sur un avantage numérique à l'occasion aussi pour prendre une mise en jeu. Donc, j'aime beaucoup Nick Paul sur le troisième trio. Puis c'est dur de pas l'aimer parce que quand tu vois le grind puis comment il a travaillé fort pour se rendre à NHL puis avoir sa place, il l'a pas eu facile comme des gars comme Stützle qui se sont fait repêcher puis ils ont leur premier match. Tu sais, lui, il a vraiment monté, il a vraiment travaillé fort. Puis on l'a vu même, c'est un gars, avec tout ce que tu viens de dire, parce que moi j'ai dit sur lui, il y a beaucoup de leadership. Il était assistant pendant une partie de la saison. Fait que c'est un autre aspect de Nick Paul qui fait que je l'aime beaucoup sur la troisième ligne. Moi, sur le troisième trio, puis j'aimerais savoir ton opinion aussi, là. Je l'ai dit, puis je ne serais pas surpris qu'un gars comme Sokolov nous surprenne et commence l'année à Ottawa, puis ce serait la place qu'il pourrait avoir à l'aile droite du troisième trio. Ouais, je pense que ça serait une possibilité. Parce que si tu le mets dans la NHL, tu le mets pas sur le quatrième trio. Tant qu'à faire, tu le mets à Belleville, sinon c'est une perte de temps. Il n'y a pas assez de temps de jeu, puis c'est ça, c'est une perte de temps. Mais sur le troisième trio, ça dépend vraiment de... Je pense au moins il commence à Belleville parce que je veux voir... Même lui, il l'a dit sur un podcast quand il est allé faire une interview. Il pense pour lui que il peut vraiment bénéficier d'un an de plus à Belleville pour améliorer des choses comme son coup de patin, quelque chose que les gens ont beaucoup jugé sur Sokolov. Mais une chose qui est sûre, c'est que son tir, c'est un tir de la NHL. Il pourrait venir puis scorer des buts, c'est clair. Mais moi, je pense que un an de plus avec Belleville, ça l'aiderait beaucoup à améliorer plusieurs aspects de son jeu. Puis après ça, quand il est vraiment prêt, on le monte dans la NHL. Quoique, on peut avoir quelques flashs de Sokolov au courant de la saison. On fait un rappel, on voit 2-3 games. Après ça, tu redescends à Belleville. Mais je suis d'accord comme toi, Phil, que faut qu'il passe la majorité de son temps à Belleville l'année prochaine pour gagner du millage, puis peut-être en 2022-2023 avoir un poste régulier. Exactement, puis on a vraiment pas beaucoup d'alliés droite. Là. C'est le côté qui nous manque. Je pense que avec les 4 alliés droits que j'ai, dès qu'il y en a un de blessé, c'est Sokolov qui monte. Pour moi, t'as pas le choix. Je sais pas qui d'autre dans la AHL pourrait venir. Scott Sabourin, mettons, à un moment donné, je penserais pas. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux que peut-être que Pontus Aberg, la nouvelle signature, là, pourrait même devancer Sokolov s'il y a un rappel au courant de la saison. Ou du moins pourrait combler le poste en début de saison jusqu'à temps que Sokolov se prouve puis fasse sa place. Là. Exactement. Il n'est pas nécessairement meilleur, mais plus d'expérience à Belleville, ça l'aiderait, je pense. Puis pour finir avec la 4e ligne, j'y vais avec justement un gars des Sénateurs de Belleville, Parker Kelly. Au centre, j'ai Chris Tierney et à droite, Austin Watson. Parker Kelly, s'il y a un gars à Belleville que je pense qu'il est prêt à monter dans la NHL, c'est lui. C'est un joueur un petit peu comme Watson, justement, qui est à l'aile droite, qui est quand même un joueur très physique. Il va te déranger, il va rentrer dans ta tête, il va tout le temps un petit coup de bâton de plus, mais tu sais, sans aller trop loin de prendre une pénalité, il va rentrer dans la tête de l'adversaire. Puis aussi, il peut scorer des buts. Hein. Il a joué une game dans la NHL, puis il a déjà eu son but. Fait que c'est un joueur qui peut être très bon offensif et physiquement. Après ça, Chris Tierney, je pense pas qu'il peut être plus haut qu'une 4e ligne. Année après année, il nous montre qu'il n'y a pas vraiment de talent offensif. T'sais, c'est un gars qui est extrêmement défensif. C'est juste ça son jeu. Jouer sur le désavantage numérique, puis prendre des mises au jeu, puis tout ça, c'est ça son talent, c'est ça qu'il fait. Fait que je pense que pour une 4e ligne, c'est parfait. Avec un gars comme Austin Watson qui... il bloque n'importe quel tir. Il se lance devant la rondelle n'importe quand. C'est comme ça qu'il s'est blessé. Il va défendre ses coéquipiers, il va se battre. Il ne sait pas nécessairement se battre. On dirait qu'il a peur de donner des coups de poing. Mais au moins, il drop les gants. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis pour une 4e ligne, je pense une 4e ligne, tu ne cherches pas à scorer des buts d'habitude. Tu cherches à soit essayer d'au moins garder la rondelle en zone neutre ou en zone offensive ou juste défendre les meilleures lignes de l'autre équipe pour laisser place à des gars comme Tkachuk, Norris, Batherson. Puis je pense que pour une 4e ligne comme ça, c'est parfait comme rôle défensif. Moi, j'aime beaucoup. Parker Kelly, je souhaite le voir pour vrai. Si on pense au fait que lors des 2 camps des recrues, c'est lui qui a gagné le trophée Jonathan Pitt remis aux joueurs qui avaient travaillé le plus fort pendant le camp. Je vois un genre de vibe à la Mark Borowiecki, un gars peut-être moins talentueux, mais qui se donne tellement et qui veut tellement. T'sais. C'est vrai, il est très travaillant.
En tout cas, chose pour dire que ça va être un trio qui va déranger l'adversaire parce que Watson puis Kelly ensemble, je pense que ça va légèrement déranger les défenseurs. Exactement. Puis les Sens, comme ils ont repêché Tyler Boucher, c'est qu'ils essaient vraiment de se construire une identité d'une équipe qui va justement taper ses nerfs de l'adversaire, qui va rentrer dans la tête, qui va frapper fort. Puis si tu vas dans les Sens dans 3 ans, première ligne, t'as Tkachuk. Après ça, si ton coach te change de ligne, tu t'en vas jouer contre un gars comme Ridley Gregg, un gars comme Tyler Boucher, Parker Kelly. T'as beaucoup de joueurs qui sont très physiques, qui vont rentrer dans ta tête, qui vont te déranger. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup de ce que les Sens construisent. Jusqu'à quel point ça peut compenser pour un manque de talent, par exemple? Je sais pas. C'est quelque chose que j'ai pas tant aimé du repêchage, qu'on soit allé avec le jeu physique plutôt que le talent. Il y avait beaucoup de talents qui étaient encore libres, qui ont été des joueurs qui ont été pris juste après. Mais pour le moment, je pense que c'est une bonne identité. Puis c'est surtout, peut-être qu'en saison, le talent, on en a besoin. Comme justement, j'utilise les Leafs comme exemple. Austin Matthews, Marner, c'est des gros talents en saison. T'arrives en playoff, puis ça leur tente plus. Ils ont comme plus cette énergie de série-là. Puis je pense que nous autres, on va être une équipe qui va être très bonne en série. Je remarque que tu as omis un certain Logan Brown. Ouais, j'aimerais ça le mettre là, mais je pense que je vois pas la place pour lui de prendre la place comme un gars comme Nick Paul ou quelque chose. Je pense, si on le signe, parce que premièrement, il est pas encore signé, puis qu'on l'envoie à Belleville, on devrait l'envoyer à Belleville, voir s'il est capable de jouer plus que 2 games de suite sans se blesser. Puis une chose que j'ai pas toujours aimé de Logan Brown, c'est des fois sa glace, il a de l'air un peu paresseux, il a l'air de s'en foutre un peu. Fait que je veux voir que il veut faire la NHL, il veut tout donner, puis qu'il est capable de rester en santé avant de lui donner une autre chance avec les sénateurs d'Ottawa. N'empêche que si on ne le signe pas puis qu'on l'a repêché au repêchage d'expansion, je ne vais pas comprendre. Ouais, non, on n'a pas le choix de le signer, je pense. Surtout qu'on l'a protégé, puis tout ça. Moi, je pensais qu'on allait l'échanger avant aujourd'hui. Peut-être qu'il y a encore un échange qui s'en vient, parce que moi, je me dis, tant qu'à l'échanger, tu le mets dans un package, comme on dit, pour un plus gros joueur. Tu l'envoies avec des choix de première ronde puis tout ça. Je sais pas ça va être qui ce joueur-là. Peut-être on va essayer d'aller chercher un centre ou un autre ailier droit. Mais on va voir ce qui arrive là. Maintenant, pour passer au gardien de but, on va skip la défense. Ouais, tu voulais parler des gardiens de but. Mais entre toi puis moi, est-ce que tu t'attends à grand-chose de plus qu'on sait déjà? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Gustafsson va commencer dans la NHL. Moi, je pense que non. Je dirais qu'à l'année prochaine, tu vas avec Murray puis Forsberg. Murray, je pense tout le monde qui pense qu'on va faire les séries l'année prochaine, moi je me dis que ça dépend tout sur la performance de Matt Murray. Honnêtement, je pense qu'on aurait peut-être pu faire les séries l'année passée si Murray avait toute l'équipe était pas bon en début de saison, mais surtout Murray, ça allait pas super bien. Puis s'il peut bounce back, s'il peut se reprendre puis aller quand il a fini la saison l'année passée, quand il est revenu de sa blessure, avec le nouvel entraîneur de gardien de but, ça allait vraiment bien. Il avait l'air de mieux travailler avec lui. Il y avait eu 2 blanchissages en 3 ou 4 matchs. Ça allait super bien. Fait que s'il peut amener ça dans la prochaine saison, ça va beaucoup aider l'équipe. Puis t'as pas le choix de lui donner une deuxième chance. Là, ça va être une saison complète. Il va avoir des fans. Il aura eu le temps de travailler avec le nouveau coach de gardien de but. Fait que s'il peut rester en santé, c'est ton gardien numéro 1. Après ça, Anton Forsberg, on l'a signé pour un contrat d'1 an, ce que je trouve qui est parfait. C'est une acquisition qu'on a faite l'année passée, que je pense qu'il passe un peu trop inaperçu. Je trouve qu'il a beaucoup aidé l'équipe, surtout, on a eu beaucoup de blessures. Ça va pas être le gars qui va faire les gros flashy saves à la Carey Price puis qui va sauter d'un bord puis de l'autre, mais il est capable de rester solide. L'année passée, il y a eu des très bons matchs, je trouve. Il a beaucoup aidé l'équipe. Il va quand même t'aider dans les moments où est-ce que t'en as besoin. C'est comme deuxième gardien de but, je trouve que c'est parfait. Puis la raison pourquoi j'ai pas Gustafsson dans l'équipe principale, c'est parce que je pense qu'il serait mieux. Je me dis, s'il joue juste 35 games dans la NHL, puis c'est Murray qui a la plupart des matchs, ça sert pas à grand-chose. Mais si Murray joue mal, tu montes Gustafsson, puis il sépare l'année en 2, là, ça serait mieux. Fait que je me dis, il devrait aller à Belleville, il devrait prendre encore un peu plus d'expérience, puis il va avoir quand même de la compétition entre lui et Mads Søgaard de qui va avoir la place du gardien numéro 1. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider à monter son niveau d'un cran, c'est d'avoir de la compétition puis de pas être assuré d'être le gardien numéro 1, surtout maintenant que Joey Daccord est parti. C'est quand même dur de battre un gars qui a commencé 7 victoires, 0 défaites avec les sénateurs de Belleville. Fait que, je me dis, ça serait le 3e goaler que tu montes dans la grosse équipe si Murray ou Forsberg se blesse, mais pour le moment, je l'ai avec les sénateurs de Belleville. C'est un excellent point que tu amènes. Tu veux pas Gustafsson assis sur le bout du banc
pour la majorité de la saison, ça sert à rien. Ah, tu vois, moi, au contraire, j'ai une autre façon de penser. Moi, j'aime mieux avoir Gustafsson comme deuxième, puis Forsberg comme troisième, Murray comme premier. Puis je veux avoir Saugaard puis Leverkusen dans le filet à Belleville. Parce que si tu descends Gustafsson à Belleville, là, Saugaard tombe deuxième à Belleville. Donc, lui aussi va majoritairement passer son temps sur le bout du banc. Donc, ça devient un équilibre de j'aime mieux avoir Saugaard comme premier à Belleville, puis Gustafsson comme deuxième à Ottawa, puis donner 35 games à peu près, une 30-40 games. Tout dépend de la performance de Murray à Gustafsson à Ottawa, puis que la majorité des matchs à Saugaard. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point, mais c'est surtout, Gustafsson, on l'a vu, il est meilleur avec les Sénateurs d'Ottawa que Belleville. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que la AHL, pour lui, c'est comme pas assez, puis il faut qu'il monte d'un autre niveau. Fait que c'est quelque chose qui a quand même influencé ma décision, puis j'étais pas sûr, puis j'ai hésité pendant un bon bout de temps. Mais finalement, j'étais avec Forsberg, puis je pense pas que ça serait Merlinen à Belleville. Il va jouer pour Kingston, je pense, dans la OHL l'année prochaine. Je pense pas qu'il est encore prêt, mais dans le futur, Saugaard, Merlinen à Belleville, ça serait vraiment un bon duo, là. OK, désolé, je savais pas qu'il y avait encore l'âge pour jouer dans la OHL. C'est ça, je pense que ça serait Forsberg à Belleville. Je suis pas mal sûr qu'il y a un contrat qui peut l'amener là. Cette année, là, je me questionne, est-ce que le concept du Taxi Squad, c'est quelque chose qui continue? Honnêtement, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas que ça continue. C'était-tu là avant la saison dernière? Non. C'est ça. À cause de la pandémie puis des bulles qu'ils ont essayé de créer puis tout ça, mais... Ouais. Ben là, vu qu'il n'y a plus de bulles, il y aura des fans puis tout ça, je penserais pas, là. Non, c'est plate, le Taxi Squad. Si oui, ça changerait quand même c'est vrai. La game de prédiction, là. Ouais, ce qui est plate du Taxi Squad, c'est que si c'était pas là l'année passée, on aurait vu Artem Anisimov d'un but. Ça aurait été quand même assez drôle. C'est vrai. Une autre contribution que Forsberg a emmenée, il a passé ses pads à Anisimov. Exactement. Il y a des petites choses de même qui fait qu'on l'aime encore plus. Hey Phil, en terminant, j'aimerais savoir c'est quoi tes attentes envers l'équipe cette année? Mes attentes, c'est si tu regardes la division qu'on a est quand même très forte. T'as les Maple Leafs, que tu peux dire ce que tu veux sur eux, qui choquent tout le temps. C'est une super bonne équipe, surtout en saison. Les Bruins, il y a du monde qui pense qu'ils sont rendus vieux, mais non, ils ont encore leur ligne parfaite. Ils sont allés chercher... ils ont réussi à signer Taylor Hall, un nouveau gardien partant, Linus Ullmark. Il y a beaucoup de bonnes équipes comme ça, Floride. Les Canadiens, ils viennent de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Fait que moi, je pense qu'on va finir 5 ou 6e, puis on va se battre avec Montréal pour la place de 5 ou 6e. On va être proche des séries, mais on va pas les faire. Je sais pas si j'écrase les rêves de certains fans des Sens qui nous écoutent. Mais c'est ça. On a encore quand même une jeune équipe qui, je pense qu'il nous faut encore un peu plus de temps pour les laisser apprendre à jouer au niveau de la NHL, puis monter ensemble, puis juste devenir une meilleure équipe en général. Après ça, l'année d'après, je m'attends à ce qu'on fasse les séries, mais pour le moment, je pense que la division est trop forte. Peut-être que dans d'autres divisions comme le Pacifique, on aurait plus de chance, mais avec l'Atlantique, je pense qu'on va être proche des séries, mais on va pas les faire cette année. Moi, je m'attends à finir peut-être en haut de Montréal cette année. Je serais pas surpris. Ça serait nice. Le rêve, c'est de finir 4e puis de prendre les Leafs en première ronde. Oh! OK. Oh! C'est dit. Wow! Ouais. Wow! L'excitation que ça pourrait... Ah, ça serait fou, raide. Bataille de l'Ontario. Première fois depuis 2004. Ah ouais, on est dû, là. Oh! Ça serait bon. Ouais. Puis je pense on les battrait en 7. Clairement. C'est tout de suite en prolongation, c'était match. Avec l'équipe que les Maple Leafs ont, qui sont encore jeunes, avec l'équipe que les Sénateurs commencent à avoir, ça va revenir, là. La rivalité va revenir, là. Ah, c'est sûr. Les deux équipes vont être bonnes pour la première fois à un bon bout de temps. Puis c'est aussi... Les Devils du New Jersey, eux autres, cette année, ils ont comme pris la prochaine étape. Ils ont passé du rebuild à l'équipe qui veut faire les séries en allant chercher Dougie Hamilton. Moi, je pense que là, on est resté calme, surtout après le dernier off-season qu'on a eu avec des Goodbranson, des Coburn, des Pocket. Il n'y a rien qui a marché. C'était un désastre, mais on vient d'échanger Dadonov en plus. On est resté plus tranquille, puis l'été prochain, c'est là qu'on va on va aller chercher notre Dougie Hamilton. On va vraiment plus explorer les agents libres puis essayer d'aller en chercher un gros. C'est sûr qu'on est un petit peu désavantagé parce qu'on est une équipe du Canada puis on n'est pas Toronto, on n'est pas Montréal, on est plus un petit marché comme équipe. Mais je pense qu'on peut quand même... On va faire un plus gros move, on va essayer. Si Milnick est prêt de payer les joueurs plus cher, puis après ça, on va passer en mode équipe de succès. En tout cas, Phil, on a hâte de te rejaser. On va t'écouter dans les prochains mois, semaines, dans le Future Sickos podcast.
Gros merci encore une fois. Puis n'oubliez pas, allez le suivre sur TikTok. Phil Sands, très intéressant à le suivre. Exactement. Merci beaucoup. Dans un instant, on recevra l'attaquante Jade Maisonneuve qui, depuis notre enregistrement, est passée du Lady Sands d'Ottawa au Wildcat de Nipeen. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, pour le 3e segment de l'émission, on est accompagné de la hockeyeuse franco-ontarienne originaire de Saint-Isidore, Jade Maisonneuve. Salut Jade, comment ça va? Allô, ça va bien, vous? Jade, toi, t'as grandi dans l'Est ontarien. Tu joues au hockey depuis combien de temps, tu dirais? Je te dirais que je joue depuis que je peux, dans le fond. Là. Fait que j'avais environ 4 ans, puis là, j'ai 18. Fait que ça fait presque 14 ans. Tu me disais, là, quand on s'était parlé, que tu as commencé à jouer compétitif assez tard dans ton parcours. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné le goût, là? Ben, au début, nous, on est 4 enfants dans la famille, puis les 4, on a joué, mais on jouait juste comme pour le fun à Saint-Isidore, puis notre père, c'était notre coach, puis tout ça. Puis à un certain point, tous mes frères et mes sœurs, ils ont lâché. Puis je me faisais souvent dire que j'avais beaucoup de talent parce que je jouais avec les gars, puis j'étais quand même très forte. Puis malgré ma grandeur, j'ai toujours été d'un plus petite. Puis ça m'a donné comme un peu de confiance à essayer un niveau plus fort féminin. Puis de là, ça a juste monté à chaque année. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est à partir de quand que tu classifies féminin puis masculin? Est-ce que jusqu'à un certain âge, tu joues avec le masculin, puis à partir de tel âge, tu tombes au féminin? Comment ça fonctionne? Ben, il n'y a pas vraiment de règlement, là. C'est juste un affaire de peut-être confort, là. À un certain point, au hockey masculin, ça devient un contact. Puis ça, c'est peut-être pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, là. Fait, ouais. Jade, tu vas jouer cette année avec les Lady Sands d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Partie de la PWHL, donc la Ligue d'hockey provinciale féminine, si je peux traduire grossièrement, mettons, là. Ouais. T'entends ta 2e saison avec l'équipe, c'est ça? C'est ma 3e. 3e, OK. Ouais. Comment ça fonctionne avec les universités aux États-Unis, par exemple? Dans le fond, à un certain niveau, il y a des universités qui commencent à te regarder jouer. Puis là, ben, selon ton talent, comme il y a différents niveaux. Il y a la Division 1, il y a la Division 3, il y a les universités canadiennes aussi. Puis moi, c'est vraiment un rêve, ça, d'aller jouer surtout aux États-Unis. Fait qu'à un certain âge, j'ai commencé à comme envoyer des courriels, envoyer des appels, puis comme montrer mon intérêt envers certaines écoles aux États-Unis. Puis il y en a plusieurs qui m'ont revenu, qui sont venus me voir jouer, puis des choses comme ça, on a parlé. Puis 2 ans passés, j'ai fait une décision. Robert Morris à Pittsburgh. Malheureusement, le programme il a été cancellé dans le fond pour les gars et pour les filles une couple de mois passés. Cancellé à vie ou on ne sait pas trop? On ne sait pas trop, là. OK. Il pensait à vie, mais là, il y a des petites choses qui se passent, là, puis ça se peut que ça revienne. Puis, dans le fond, je partais comme bientôt, mais là, je partirai pas cette année. Fait que, dans le fond, je me suis trouvé une autre école, mais c'est pour l'année prochaine. Donc, l'université de Mercyhurst, en Pennsylvanie? C'est mon rêve depuis que je joue compétitif, dans le fond, que d'aller jouer au hockey aux États-Unis. J'ai beaucoup d'amis, puis des amis de famille qui ont fait ça. Puis comme quand j'étais jeune, j'ai trouvé vraiment bonne, puis tout ça. Fait que depuis ce temps-là, c'est vraiment mon rêve, là. Au niveau l'université de Pennsylvanie, ça l'équivaut à quoi en termes de, mettons, comparaison? Bien, ça se compare pas vraiment au Canada, dans le fond, parce que je pense que les universités américaines sont plus fortes que les universités canadiennes. Mais dans le fond, c'est ça, là, c'est comme Division 1. Fait que c'est vraiment comme le top des tops, là, que tu peux demander pour ce niveau d'âge-là. On dirait que le parcours des hommes, on le connaît, mais c'est dommage, là. Après l'université, c'est quoi la prochaine étape? Bien, c'est ça qui est triste. Dans le fond, c'est vraiment le même parcours que les gars, mais le monde, ils le savent. Fait que ma ligue, en ce moment, que je suis en train de jouer dedans, ça se compare à la OHL en Ontario. C'est vraiment comme la même chose, les mêmes villes, les mêmes équipes dans les mêmes villes.
c'est vraiment la même chose. Ensuite, c'est universitaire. Mais eux, les gars, ils ont le choix entre OHL ou les ligues majeures ou l'université. Mais nous, dans le fond, c'est un après l'autre. Puis après l'université, c'est professionnel. Il y a des ligues professionnelles juste comme les gars. Il y a la NWHL. Puis ça encore, je connais beaucoup de monde que je leur compte ça puis ils n'ont aucune idée que ça existe. Mais oui, ça existe. Puis la PWHL, c'est la ligue, la plus haute ligue pour laquelle tu peux jouer en tant que femme. Puis j'ai lu un article récemment, je faisais mes recherches, puis je suis tombé sur le fait que la masse salariale d'une équipe dans une ligue professionnelle féminine pour la saison prochaine tombait à 300 000 par année. Donc là, on parle de la masse salariale divisée à toutes les joueuses. L'année passée, on parlait de 150 000. Donc elle a doublé. Mais là, on s'entend que 150 000 pour à peu près, je crois, 25-30 joueuses, c'est n'importe quoi, là. Ouais, c'est pour ça que tu vois souvent, dans le fond, des femmes, soit qui lâchent parce que, dans le fond, tu peux pas juste vivre de ce salaire-là. Fait qu'ils ont besoin d'un autre travail. Puis il y en a beaucoup que faire ces deux choses-là, ça les intéresse pas. Fait qu'il faut qu'ils prennent la décision de lâcher. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça plate. Il y a pas de raison pourquoi nous, on en a moins, sauf les cas d'écoute à la télévision. Mais pourquoi qu'on a moins d'écoute? Là, on les appelle les Lady Sen. Les sénateurs, est-ce qu'ils vous aident là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que les ligues masculines contribuent en quelque part? Ouais, bien, un peu, mais dans le fond, c'est surtout comme, tu vois souvent au hockey féminin, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup d'équipes qui se comparent aux masculins professionnels, comme par exemple, il y a les Lady Ducks à Anaheim, les Lady Pens à Pittsburgh, des choses comme ça. Fait que dans le fond, c'est comme, pas une tradition, mais c'est juste comme, le monde, ils ont continué à faire ça pour, je sais pas, c'est juste... Point de vue marketing, peut-être aussi. Puis c'est quoi la redevance des sénateurs envers cette équipe-là? Ben, il y a un peu de sponsorship. Puis, ben moi, mon coach, dans le fond, lui, il travaille pour les sénateurs aussi. Fait que ça nous aide un peu, là. Comme cette année, on change de chandail un peu comme les sénateurs. On retourne au vieux logo. Puis, comme c'est eux qui nous les fournissent. Je revenais sur ta saison, là, ta dernière saison avec les Lady Sens. Vous aviez fini la saison avec une fiche de 22-13-3. Vous aviez commencé les séries éliminatoires en éliminant, je pense que c'était Mississauga en première ronde. Vous vous en alliez pour affronter l'équipe de Toronto en deuxième ronde quand il a été annoncé que, dû à la pandémie, la saison était terminée. Ben, les séries étaient terminées. On n'aurait jamais pensé que ça aurait duré longtemps comme ça. Comme nous, on se disait, une semaine, puis on va pouvoir recommencer les séries après, mais comme non, vraiment pas. Puis dans le fond, avec mon équipe, il y a des filles que j'ai même pas pu dire bye, puis il y en a qui viennent de partout, là. C'est partout au Canada ou partout en Amérique du Nord, j'imagine? Ouais, ben on avait une couple d'Américaines, mais c'est surtout des Canadiennes. T'es chanceuse quand même, j'imagine, d'avoir pu rester proche de chez vous. Je sais pas comment ça marche, là. Ouais. Je revenais à l'article de Jean-François Plante dans le Droit où il faisait un portrait de ton parcours à date. Là-dedans, il disait qu'à l'âge de 15 ans, tu as participé au tournoi du championnat du monde en République tchèque. Ouais. Vous avez gagné l'or. Ouais. À l'âge de 16 ans, tu étais la meilleure conteuse de l'équipe pour le même tournoi en Suède. Ouais. Suite à ça, tu avais été, là je sais pas exactement comment le processus fonctionne, mais invité à prendre part au programme d'Équipe Canada des moins de 18 ans. Ouais, c'est ça. Et là, programme auquel tu n'as pas pu participer. Même chose, là, à cause de la situation du COVID, tout a été cancellé. Puis toi, c'était vraiment plate parce que c'était ta dernière chance, là. Ouais, ben, c'était pas ma dernière chance, mais à ce niveau d'âge-là, oui, comme... Ouais, c'est ça que je veux dire, de moins de 18 ans. Ouais, exactement. Là, Équipe Canada, tout ça, c'est... Comment ça marche? Ben, à partir de l'âge de, je te dirais, 16, 17, ils commencent à te regarder. Après, ils choisissent certaines filles pour un camp. Puis de là, ils choisissent des filles pour aller au championnat junior, comme les gars, mais il y en a beaucoup qui savent pas qu'il y en a pour les filles. Ça fait que ça, c'est U18. Ensuite, ça monte à U21 pour la même chose. Puis ensuite, il y a l'équipe senior, puis ça, c'est l'équipe genre olympique. Ça, est-ce que c'est un autre rêve de Jade Maisonneuve? Ouais, vraiment. Puis de me faire inviter au U18,
ça m'a vraiment comme donné de la confiance parce que une fois que tu es dans l'engrenage de Hockey Canada, tu es invité à chaque année au camp. Même si je le fais pas une année, l'année d'après, j'ai encore une chance de me réessayer, jusqu'à temps que j'aille comme 20, je sais pas comment le faire. Il me reste encore 20 du temps pour... Ouais. OK, ça, c'est cool, par exemple. De vous offrir une autre chance, puis des chances de percer la formation. Donc, dans le fond, le but ultime en tant que hockey féminin, c'est une médaille d'or olympique. Ouais. Ça revient à ce qu'on se disait, par exemple, le problème, en tout cas, c'est pas un problème, j'ai envie de dire, mais les gens semblent être intéressés par le hockey féminin juste quand il y a une médaille olympique d'accrocher au bout, tu sais. Puis ça, c'est dommage parce que si on veut on s'attend à ce que les joueuses féminines canadiennes soient favorites pour l'or, mais crème, si on veut qu'ils gagnent, ça leur prend des programmes, ça leur prend, tu sais. Oui. Là, je sais que dans les prochains jours, il y a le championnat du monde en Calgary. Oui, championnat féminin. C'est ça, ça va être le U18 puis le U21, mais là, comme je suis comme ces 2 années-là, fait que là, cette année, ben, je participe pas, là. C'est-tu quelque chose que tu vas suivre, par exemple? Ouais, c'est sûr que oui, j'ai des amis qui sont là, des anciennes coéquipières, fait. Puis tu sais, trouves-tu que, là, on jase, là, des petites statistiques de même. En 1990, Hockey Canada enregistrait 8146 joueuses inscrites dans leur programme. En 2009, on était rendu à 85 000. Je trouve que l'augmentation, c'est beau, mais encore là, j'ai l'impression que les oreilles suivent pas les babines, tu sais. Si on va sur toutes les... Là, je vais dire quelque chose d'abominable. Je faisais des recherches, puis je lisais un article qui parlait de la condition des femmes au hockey au Canada. C'était sur un site de sport, un média bien connu anglophone. Puis là, je lisais les commentaires qu'il y avait en dessous, puis tout ce que le monde écrivait, c'était pourquoi ils sont là, eux autres? Pourquoi on parle d'eux autres? Pourquoi ils sont associés à la Ligue nationale de hockey? Puis là, je me disais, ben, c'est parce que les médias conventionnels ne permettent pas une plateforme à ces athlètes-là, là. Où il n'y a pas de tu sais, si on va sur un site de sport, on va voir qu'il y a les Canadiens, les Sénateurs, on veut voir du hockey, on veut voir du soccer, mais il n'y aura pas, on veut voir du hockey féminin, on veut voir du sport féminin. Même du sport féminin, ça n'existe pas. Ouais, non, c'est comme si on était minoritaire, mais comme tellement pas, genre, comme tu pourrais comparer des faits avec des gars, puis ça se ferait super bien, mais le monde, il réalise pas ça, là. Tu sais, est-ce que ça devient, mettons, un peu choquant de voir tout ça aller en remettant en question peut-être un jour le fait de jouer au hockey, ou au contraire, tu fais partie d'une gang de filles qui voudrait que les choses changent, puis que tu veux lancer un message au monde qui nous écoute, comme quoi que, ben, on est là pour rester, puis on mérite autant que les gars d'être là. Ouais, ben c'est sûr que ça me frustre de voir qu'il n'y a pas vraiment de sport. Comme si je prends l'exemple d'une couple d'années passées, quand les femmes ont été invitées à la All-Star Game de la NHL. Oui. Tu sais, je trouvais que c'était beau de les avoir invitées, puis de les faire jouer, puis les mettre comme dans les compétitions. Mais là, après, tu regardais les médias sociaux, puis c'était juste des commentaires comme t'as des gars qui disaient surtout comme ils n'ont pas rien à faire là, jamais rien qui va arriver avec eux, tout ça. Mais nous, dans le fond, on cherche juste du sport pour pouvoir arriver à un point où ça va s'égaliser ou presque. Mais en voyant ces commentaires-là, c'est comme si ça allait le contraire. Puis je veux pas, comme moi, en tant que joueuse, que c'est ça mon rêve, comme ça l'affecte un peu la confiance, là. Puis c'est à se demander, c'est vrai, la Ligue nationale, là je me trompe peut-être, mais la première année avait invité quelques joueuses à participer au concours d'habileté du match des étoiles. L'année suivante, on avait fait un genre de tournoi ou match 3 contre 3, une équipe canadienne contre une équipe américaine. Mais là, c'est comme toute chose, hein? Le geste est beau, mais en même temps, on en s'en vient à se demander est-ce que c'est assez, tu sais? Ouais, mais personnellement, je sais que les équipes... l'équipe de la Ligue nationale, ils commencent à aider beaucoup, beaucoup les équipes féminines. Ils supportent, ils donnent de l'argent. Puis tu vois comme des femmes, ils sont rendus coachs dans la NHL, ils sont rendus
il y a bien des femmes qui sont rendues comme dans les équipes, soit comme coach ou soit comme autre chose. Puis comme ça me fait du bien de voir ça, mais je trouve quand même qu'on a beaucoup de travail à faire, comme c'est pas assez, là. Clairement, il y a une progression, mais la progression est à petite échelle, puis elle devrait être un peu plus fulgurante. Exactement. Jade, en terminant, on t'a préparé une petite série de questions en rafale. Rien de trop compliqué. JP, veux-tu y aller? Première question en rafale. Ta joueuse ou ton joueur préféré? Dans le fond, j'en ai deux, là. J'en ai un masculin et une féminine. Fait que mon masculin, ça serait Jean-Gabriel Pajot, là. C'est vraiment comme... Depuis qu'il est rentré dans la Ligue nationale, c'est vraiment comme mon préféré. Je sais pas, je compare un peu mon style de jeu au sien. Tu sais, on n'est pas très de grande taille, on joue la même position. J'ai porté son numéro pour une couple d'années aussi. Puis, féminin, je me comparais comme, honnêtement, à n'importe quel. Je vais nommer Marie-Philippe Poulin, mais dans le fond, n'importe quelle fille qui a réussi à faire qu'est-ce que mon rêve est. Donc, jouer olympique, jouer universitaire, puis... Ouais. Puis qui n'ont pas abandonné. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ta routine d'avant-match. OK, ma routine d'avant-match, ça commence le soir d'avant. Là, je fais sûr de bien manger puis d'avoir une bonne nuit de sommeil. Là, ça, c'est vraiment important. Le matin, je prends un bon café, puis je fais des étirements chez nous avant de partir pour la partie. Puis ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais je mange toujours une banane avant de jouer. Puis j'ai comme une playlist de musique là, que j'écoute avant mes games, là, pas mal des musiques pour me pomper un peu. Des fois, j'écoute des vidéos comme motivation, là, du monde qui parle là, dans mes oreilles pendant que je me prépare. Ouais. Quand tu ne joues pas au hockey, est-ce que tu fais un autre sport? Mettons, durant la saison morte. Ouais, ben, dans le fond, quand j'étais au secondaire, je faisais beaucoup de sport à l'école. Je m'entraîne beaucoup, là, dans le fond, là. Pas juste pour le hockey, mais j'aime ça. Je fais un peu de sport comme ici et là. J'ai commencé à jouer au golf. Je joue dans une ligue de 3 pitchs avec ma famille pour le fun, mais je fais pas vraiment aucun autre sport compétitif. Tim ou McDo? Tim. Tim, OK. Ouais. Ton repas préféré? Genre que c'est genre le dernier repas que tu pourrais manger sur la terre. Je mangerais probablement des fajitas avec pour dessert une tarte au citron. C'est précis quand même. Surprenant, le fajitas. Ton voyage de rêve? Voyage de rêve, j'ai pas vraiment une destination, mais je pense que je suis plus une fille de visiter des places que genre la plage, tu sais. OK, t'es plus une fille de pack-sac que de resort. Ouais, comme visiter l'Europe avant comme aller m'installer sur une plage dans le sud. Ton objectif personnel? C'est ça, là, c'est de me rendre le plus loin que je peux là, au hockey. Puis, même si ça n'arrive pas, là, je suis quand même fière de ce que j'ai fait jusqu'à date. Là. En tout cas, on va te le souhaiter, ça c'est sûr. Puis on encourage le monde à suivre les Lady Sens d'Ottawa les saisons prochaines. Puis suivre ton parcours aussi, ça va être très intéressant. Oui. Jade, tu commences ta saison quand? Ben, dans le fond, ça serait supposé de commencer bientôt, mais là, c'est vraiment incertain à cause de la situation. Là. Je dirais dans les prochaines semaines, là, fin septembre peut-être. Parce qu'on va suivre ça de proche, puis on espère sincèrement que tes rêves se réalisent, puis que la situation s'améliore pour le hockey féminin. Qu'un jour, on t'écoute à RDS pour une finale. Ouais. États-Unis-Canada pour la médaille d'or. J'espère. Un gros merci d'être venu nous voir, Jade. Merci, Jade. Oh, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète le 4e épisode de La Brigade. On aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, dites-nous-le, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous-le savoir, on veut s'améliorer pour vous donner une meilleure show possible. Au prochain épisode, on recevra notre spécialiste Marco Poulin avec qui on décortiquera l'annonce des commanditaires sur les chandails pour la saison 2022-2023 et on reçoit l'espoir des sénateurs Maxence Guillet.
D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et on s'en jase. Depuis notre enregistrement avec elle, elle est passée du Lady Sense d'Ottawa au Wildcat de Nepean. Nepean. Pascal, on peut-tu avoir ça dans les bloopers à la fin?